Bonjour, merci beaucoup. Vous devez me supporter encore 30 minutes, mais je vais essayer d'être digeste, d'accord? Bien, donc, les sabbats sont-ils dangereux? C'est-à-dire les bêta-2 mimétiques courte durée d'action. J'entends sabbat seul, d'accord? J'entends sabbat seul, ok? Donc, l'asthme, c'est une maladie hétérogène caractérisée par une inflammation chronique des voies aériennes. Elle est définie par des symptômes connus, sifflement, essoufflement, dyspnée, gêne thoracique, la toux. Caractéristique fondamentale des symptômes de l'asthme, c'est qu'ils sont variables dans le temps et en intensité. Et Gina insiste sur l'importance de pratiquer une exploration fonctionnelle respiratoire pour mettre en évidence le déficit ventilatoire obstructif réversible. L'asthme, ce n'est pas une mince affaire, c'est une entrave à la vie. Et vous comparez, et en comparant ici des sujets qui n'ont pas d'asthme et des sujets qui ont de l'asthme actuel, on voit bien en gris que les patients asthmatiques sont en mauvais état physiquement, sont en mauvais état mentalement et ils ont une limitation de leurs activités. L'asthme, c'est un fléau mondial qui ne cesse d'augmenter. C'est près de 300 millions de patients et ce chiffre sera revu à la hausse prochainement. La prévalence de l'asthme varie d'un pays à un autre, d'une région à une autre. Donc voilà, on a des pays, par exemple, comme l'Australie, où la prévalence peut dépasser 10%. Dans notre pays, ça doit se situer autour de 4 à 5% chez l'adulte et un peu plus chez l'enfant. Quand nous prenons en charge un patient asthmatique, nos objectifs, c'est d'obtenir le contrôle de l'asthme, bien entendu. Et le contrôle de l'asthme, c'est plusieurs facettes, d'accord? C'est contrôler l'environnement, allergènes, tabagisme actif ou passif, les aérocontaminants, chercher toutes les comorbidités qui peuvent aggraver l'asthme, mais on s'est rendu compte que deux facteurs majeurs prédominent dans le non-contrôle de l'asthme, c'est l'observance et la technique d'inhalation. Et malheureusement, dans nos consultations, nous n'insistons pas beaucoup sur ces facteurs et toujours dans les études, la mauvaise utilisation et l'inobservance. Bien entendu, vous avez toutes les comorbidités que j'ai dit, mais attention à la mauvaise utilisation et à l'inobservance. La première cause de non-contrôle de l'asthme, c'est la mauvaise évaluation du contrôle. Rappelez-vous, avant les critères GINA et tous les questionnaires d'évaluation, nos patients, pour nous faire plaisir, comment tu vas, ça va, bien, ça va, très bien, et hop, d'accord? Mais en fait, on s'est rendu compte, quand on utilisait les critères, alors sans utiliser ces critères, on était presque à 90% de patients contrôlés. Mais dès qu'on met des critères, selon GINA, on voit bien qu'on retombe à 50% de patients non contrôlés. C'est vous dire l'importance d'utiliser les questionnaires et les critères GINA. Limitation des activités, symptômes nocturnes, symptômes diurnes et utilisation des sabbats. Voici les questionnaires. Le plus utilisé, c'est l'ACT, mais il y a aussi l'ACQ. Donc notre but, c'est d'obtenir le contrôle de l'asthme en diminuant les symptômes, voire la disparition, le risque futur, c'est-à-dire les exacerbations, mais tout ça doit se faire avec une tolérance maximale pour les médicaments. Donc cette évaluation, elle a deux dimensions, et là, la première, c'est le contrôle de l'asthme, si vous voulez. Ça, c'est évaluer l'asthme dans
durant les 4 dernières semaines, évaluer le risque futur parce que, comme dans la BPCO, les exacerbations impactent d'une manière négative l'asthme. Mais les problèmes liés au traitement, vérifier à chaque consultation la technique et l'observance, vérifier l'absence d'effets secondaires. Donc il faut être le moins nuisible possible. Et le plan d'action écrit qui est même ajouté dans la BPCO. Bon, cette étude, l'étude ESMA, que Madame Aouichet connaît bien. Donc, sur l'étude ESMA, je reviens. Oh. Donc, l'étude ESMA, c'est l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. On voit bien. Non, j'ai trop sauté. Excusez-moi. Voilà. Et on a l'Algérie ici. On est à peu près à plus d'un tiers des patients contrôlés. Et on a quand même beaucoup de patients partiellement contrôlés et des patients non contrôlés. Donc en gris, c'est les patients non contrôlés. En rouge, c'est les patients contrôlés. Et en vert, c'est les patients contrôlés. Et même dans les pays les plus nantis, le contrôle de l'asthme est toujours insuffisant. Dans cette étude, l'étude RELEASE, qui montre d'une manière importante qu'il y a un besoin non satisfait d'améliorer la compréhension de l'atteinte du contrôle de l'asthme. Donc 45% des patients avaient un asthme non contrôlé selon GINA. 83,7% de ces patients ont perçu leur asthme comme étant contrôlé et 70% ont perçu leur asthme comme n'étant pas grave. Donc ça, c'est des perceptions qui ont un impact sur le contrôle et bien entendu sur l'observance. L'étude Inspire, ça, elle montre que 51% des patients avaient un asthme non contrôlé selon les critères ACQ et 55% de ces patients ont perçu leur contrôle de l'asthme comme étant relativement bon. Cette étude faite au Royaume-Uni qui montre bien que même si on donne des doses modérées ou des doses élevées de corticoïdes inhalés, nous n'obtenons pas le contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons insister sur l'observance et la technique d'inhalation. Et ce qui devient inquiétant, c'est le recours excessif au sabbat, que ce soit chez l'enfant et les adultes, et ça indépendamment de la gravité de l'asthme. Voyez vos malades, ils ont de la ventoline dans la voiture, dans la poche, la maison, au travail, d'accord? Et ils peuvent même l'utiliser sans qu'il y ait de symptômes, d'accord? Donc ça, c'est quand même un élément qui peut être grave. Maintenant, si on voit l'impact sur la vie quotidienne des patients. Si on voit en vert les asthmatiques contrôlés, en rouge les asthmatiques partiellement contrôlés et en gris les non contrôlés, on voit bien que l'impact du contrôle de l'asthme est très important pour les jours sans symptômes, pour les activités normales, pour les réveils nocturnes, pour l'utilisation des traitements de secours. Plus on est contrôlé, plus on a une meilleure qualité de vie, plus on se porte bien, on a moins de symptômes nocturnes et on utilise moins les sabbats. Qu'est-ce qui affecte les patients dans l'asthme? C'est souvent l'essoufflement, la toux et la respiration sifflante. C'est l'étude RELEASE qui montre bien sur une cohorte de 8000 patients. L'adhésion au traitement préventif est souvent faible. C'est là où le bas blesse. Vous allez voir que les
patients, 52% des patients n'ont pas utilisé tous les jours comme prescrit. Donc je vous montre ici un nombre très élevé de patients qui utilisent tous les jours les sabbats. D'accord? Et là, c'est des patients qui vont utiliser certains jours. D'accord? Et si on voit par rapport à l'utilisation du traitement de fond, on voit que les patients utilisent beaucoup plus les sabbats que le traitement de secours. Et lors de l'aggravation des symptômes, les patients se fient immédiatement à leur sabbat, mais retardent la prise en charge des traitements anti-inflammatoires préventifs. Dès que le patient asthmatique n'est pas bien, il se met à utiliser les sabbats. Est-ce que ceci peut avoir un impact? Si on voit ce rapport, ça c'est un collège royal au Royaume-Uni, mais c'est effarant. Si ici c'est l'utilisation de sabbat, traitement de secours, ici c'est l'utilisation de traitements préventifs. On a 4% de patients qui peuvent utiliser 50 inhalateurs par an. Et on les a en Algérie. Moi, j'ai des patients qui peuvent utiliser un flacon par jour, quelquefois. D'accord? Et 40% environ utilisent 12 inhalateurs de secours. Si on voit les traitements préventifs, c'est inversement proportionnel. On voit bien que c'est surtout les traitements de secours qui sont utilisés. Sont venues les études Sabina, des études, surtout je vais vous parler de l'étude Sabina 3, c'est une étude observationnelle et qui est utilisée dans presque tous les continents, plus de 24 pays. Je voulais vous montrer d'abord l'impact des sabbats sur le mauvais contrôle de l'asthme. Plus on prend de sabbat, moins l'asthme est contrôlé. En fait, c'est un indice du mauvais contrôle de l'asthme. Voyez vos patients, quand vous lui prescrivez le traitement de fond, un corticoïde inhalé, il vous dit non, hada andi, zidli la bleue, zidli la ventoline. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il utilise beaucoup. 3, ça ne va pas me suffire, tabib. Je suis obligé d'acheter. Ça renseigne sur le mauvais contrôle et la surutilisation des méthodes. Le taux d'exacerbation sévère augmentait significativement avec le nombre de prescriptions de sabbat. Plus on utilise les sabbats seuls, plus on a un risque d'exacerbation. Et maintenant, on est d'accord qu'utiliser plus de 3 inhalateurs par an exposerait à des exacerbations graves. Et si on utilise un inhalateur par mois, 12 par an, on s'expose à une mortalité élevée. Et la catastrophe dans notre pays, c'est que ces sabbats sont servis sans ordonnance. Et je pense qu'il faudrait que les sociétés savantes fassent quelque chose pour éviter cette prescription comme c'est fait pour les stupéfiants et d'autres médicaments. Et bien entendu, de ces utilisations abusives de sabbat, de cette augmentation du mauvais contrôle, de cette augmentation des exacerbations et de la mortalité de l'asthme, en 2019 sont nées les nouvelles recommandations GINA qui insistent sur le caractère de maladie inflammatoire. Donc on ne peut pas traiter une maladie inflammatoire sans donner des anti-inflammatoires. C'est pour ça que dans les paliers 1 et 2, GINA, dans l'option préférentielle, on ne donne plus les sabbats seuls, on donne un corticoïde inhalé et du formoterol à 6 microgrammes. Même dans l'option alternative, on ne les donne plus seuls. Chaque fois qu'on a recours au sabbat, on doit ajouter un corticoïde inhalé. Ça, c'est pour, bien entendu, les paliers 1 et 2 qui sont jumelés
pour les paliers dans l'option préférentielle, mais on garde les 5 paliers dans l'option alternative, parce que dans le palier 2, on donne des corticoïdes inhalés à faible dose. C'est vrai que quand on donne des corticoïdes inhalés à faible dose tous les jours, on a un meilleur contrôle de l'asthme, c'est indéniable. Mais connaissant la mauvaise observance de l'asthmatique, c'est à nous d'identifier ses profils. Bien entendu, si quelqu'un est très très observant, je donne une corticothérapie inhalée à faible dose et je règle le problème des exacerbations et du contrôle. Mais cependant, avec nos patients asthmatiques, surtout les asthmes légers à modérés, dès qu'ils se sentent bien, ils arrêtent le traitement. C'est pour cette raison que les guidelines de GINA, à partir de 2019, insistent sur l'institution d'une association d'un corticoïde inhalé et du formoterol. Qu'en est-il à partir du stade 3 ? À partir du stade 3, du step 3, 4, 5, surtout step 3 et 4, GINA propose de donner ICS plus formoterol, faible dose, ensuite dose modérée, selon le step 3 ou le step 4. Et si le malade n'est pas bien, on donne le même dispositif, c'est ce qu'on appelle la stratégie fond et symptômes. D'accord ? Un seul dispositif pour le fond et symptômes. Je ne dis pas qu'il faut mettre tous les patients comme ça, non. L'asthme, c'est une maladie hétérogène. L'asthme, c'est des profils patients. Notre objectif, c'est d'avoir le contrôle de l'asthme et chaque patient doit adapter cette situation. Je ne peux pas remettre un dispositif à quelqu'un qui va le consommer en 2-3 jours. Il faut de l'éducation thérapeutique du patient. Il faut discuter avec le patient. Mais beaucoup d'études ont montré qu'en utilisant la stratégie fond et symptômes, qu'on réduisait la consommation de corticoïdes par voie orale, qu'on réduisait les exacerbations sévères. Et ça, c'est très, très important parce que les corticoïdes sont très pesants dans la vie de l'asthmatique. Et quand on a plusieurs cures de corticoïdes, rapidement, on a des effets secondaires que vous connaissez, l'axe surrénalien qui est freiné, cortico-surrénalien qui est freiné, l'ostéoporose, le diabète, l'hypertension, les cataractes et j'en passe. Donc, quels sont les messages ? L'asthme reste un problème de santé mondiale très répandu, avec des niveaux de contrôle pas du tout bons, d'accord ? Ils sont faibles et quelle que soit la sévérité de l'asthme, et le contrôle est souvent surestimé par les patients. Les patients ne mesurent pas la gravité de cette maladie qui, j'ai dit, est très instable et très variable. La mauvaise observance du traitement et la dépendance excessive à l'égard des sabbats représentent des obstacles majeurs à l'amélioration des taux de contrôle de l'asthme. C'est clair et net, je vous ai bien montré les études, que plus on utilise les sabbats, moins on a un bon contrôle, plus on a d'exacerbations et plus on s'expose à de la mortalité. Donc la surutilisation des sabbats et la sous-utilisation des traitements préventifs, notamment les corticoïdes inhalés, augmentent tous les deux le risque de mortalité. L'importance des corticostéroïdes inhalés au début de la maladie est maintenant bien reflétée par les guidelines. Quels sont nos objectifs ? C'est obtenir un contrôle optimal, éviter les exacerbations au prix des effets secondaires les moindres possibles. Les stratégies thérapeutiques actuelles sont appelées à changer. Vous voyez que GINA, ça change beaucoup. Donc, toutes les stratégies actuellement disponibles ne sont pas les meilleures. Elles vont sûrement, après évaluation, après des études qui vont tomber, subir des changements. Mais ce qui est certain, c'est qu'actuellement, GINA nous incite à être proche de nos patients, à s'adapter à leurs préférences. Ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas donner un dispositif que le patient refuse. Il y a des patients qui aiment les gélules, il y a des patients qui aiment d'autres dispositifs, il y a des patients qui aiment le spray. Donc nous, ce n'est pas eux de décider. C'est à nous de décider
mais avec leur consentement éclairé. Et je vous remercie pour votre attention.